Le cerveau dans une cuve. L'expérience de pensée du cerveau dans une cuve a été formulée par le philosophe Hilary Putnam en 1981. Elle s'inscrit dans la lignée des réflexions sceptiques sur la nature de la réalité, rappelant les interrogations de René Descartes sur le malin génie qui pourrait nous tromper sur l'existence du monde extérieur. Imaginez un instant que, suite à une intervention malveillante, votre cerveau soit prélevé et immergé dans une cuve contenant une solution nutritive. Ce cerveau est connecté à un ordinateur sophistiqué qui envoie des impulsions électriques, reproduisant fidèlement les sensations qu'il éprouverait normalement en interréagissant avec le monde réel. Ainsi, bien que privé de corps, ce cerveau percevrait une réalité virtuelle, indiscernable de la réalité tangible. Cette hypothèse soulève une question fondamentale. Comment pouvons-nous être sûrs que nos perceptions actuelles proviennent d'objets réels et non d'une simulation informatique? Si nos sensations sont identiques à celles que nous éprouverions dans le monde physique, sur quoi fonder notre certitude d'exister en dehors de cette simulation? Cette réflexion nous pousse à nous interroger sur la fiabilité de nos sens et la nature même de la connaissance. Hilary Putnam va plus loin, en suggérant que, même si nous étions des cerveaux dans des cuves, nos mots et nos pensées se référeraient à des objets réels. Par exemple, lorsque nous utilisons le terme « arbre », il désignerait un arbre réel, même si notre expérience de cet arbre est simulée. Cette perspective invite à réfléchir sur la relation entre le langage, la pensée et la réalité objective. De plus, des œuvres culturelles comme le film Matrix illustrent cette expérience de pensée, dépeignant un monde où les humains vivent dans une réalité virtuelle, contrôlée par des machines. Ces représentations cinématographiques renforcent l'idée que la frontière entre réalité et simulation peut être floue, nous incitant à reconsidérer nos certitudes sur ce qui est réel. En définitive, l'expérience du cerveau dans une cuve nous confronte à nos propres limites épistémologiques. Elle nous encourage à questionner la source et la véracité de nos perceptions, tout en nous interrogeant et nous invitant à explorer les implications philosophiques d'une réalité potentiellement simulée. Cette réflexion n'offre aucune réponse définitive, mais sert de catalyseur pour une introspection profonde sur la nature de notre existence et de notre connaissance. Et toi, penses-tu que nous sommes dans une simulation ? Faut-il respecter une loi injuste ? La question de savoir s'il faut respecter une loi injuste invite à une réflexion profonde sur la relation entre droit et la justice, ainsi que sur le rôle du citoyen dans une société démocratique. Les lois, en tant que normes établies par une autorité compétente, sont censées régir la conduite des individus au sein d'une communauté. Cependant, la notion de justice est subjective et peut varier en fonction des valeurs, des croyances et des contextes culturels. Ainsi, ce qui est perçu comme juste par certains peut être considéré comme injuste par d'autres. Dans une démocratie, les lois sont généralement le reflet de la volonté de la majorité. Cependant, cette majorité peut adopter des lois qui ne protègent pas adéquatement les droits des minorités, ou qui vont à l'encontre des principes fondamentaux de justice. Par exemple, les lois discriminatoires basées sur la race, le genre ou la religion ont existé dans diverses sociétés, suscitant des débats sur leur légitimité morale. Philosophiquement, cette question renvoie au débat entre le positivisme juridique et le droit naturel. Le positivisme juridique soutient que la validité d'une loi découle de son origine légale, indépendamment de son contenu moral. Ainsi, une loi adoptée conformément aux procédures établies est considérée comme valide, même si elle est perçue comme injuste. En revanche, la théorie du droit naturel postule que les lois doivent être en accord avec des principes moraux universels. Selon cette perspective, une loi injuste n'est pas véritablement une loi, et peut être légitimement contestée. L'une des préoccupations majeures est le risque que chaque individu ou groupe interprète la justice selon ses propres critères, ce qui pourrait conduire à l'anarchie, ou encore à l'instabilité sociale. Si chacun décidait unilatéralement de désobéir aux lois qu'il juge injustes, cela pourrait saper l'ordre social et rendre difficile la coexistence pacifique au sein de la société. C'est pourquoi certains philosophes politiques, comme le contractualisme, suggèrent que les individus acceptent volontairement certaines restrictions de liberté, en échange de la protection offerte par l'État. Des figures historiques telles que Henri David Thoreau ont plaidé en faveur de la désobéissance civile, face à des lois qu'ils considéraient comme injustes. Thoreau a soutenu que les citoyens ont non seulement le droit, mais aussi le devoir moral de désobéir à des lois qui perpétuent l'injustice, comme l'esclavage ou la guerre. Cependant, cette approche soulève des questions
sur la manière de déterminer quelles lois sont injustes et sur les conséquences potentielles de la désobéissance individuelle. De plus, des philosophes comme John Rawls ont introduit le concept de justice comme équité, suggérant que les inégalités sociales et économiques sont acceptables seulement si elles bénéficient aux membres les moins avantagés de la société. Selon cette perspective, une loi qui aggrave les inégalités ou qui ne tient pas compte des besoins des plus vulnérables pourrait être considérée comme injuste. Il est également important de reconsidérer le contexte historique et culturel dans lequel une loi est adoptée. Certaines lois, qui étaient autrefois considérées comme justes, peuvent être perçues comme injustes à la lumière des normes contemporaines. Par exemple, les lois sur la ségrégation raciale aux États-Unis étaient autrefois légales, mais aujourd'hui, elles sont reconnues comme profondément injustes. En fin de compte, la question de savoir si il faut respecter une loi injuste ne trouve pas de réponse simple. Elle nécessite une évaluation critique des lois en vigueur, une réflexion sur les principes moraux sous-adjacents et une considération des implications sociales et personnelles de l'obéissance ou de la désobéissance. Et toi, penses-tu qu'il faut respecter une loi même si elle est injuste ? L'égalité parfaite est-elle atteignable ? La quête d'une égalité parfaite a longtemps été au cœur des préoccupations philosophiques et sociales. Les penseurs, à travers les siècles, ont débattu de la possibilité et de la pertinence d'atteindre une telle égalité. David Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle, offre une perspective critique sur ce sujet. Dans son ouvrage majeur Traité de la nature humaine, Hume interroge la faisabilité d'une égalité absolue au sein d'une société. Il suggère que tenter d'instaurer une égalité parfaite pourrait non seulement être irréaliste, mais aussi potentiellement nuisible. Selon lui, une telle égalité nécessiterait une surveillance omniprésente et une autorité centrale puissante pour garantir que personne ne dépasse les limites fixées. Cependant, cette concentration de pouvoir pourrait aisément dégénérer en tyrannie, contredisant ainsi l'essence même de la liberté individuelle. Au-delà des préoccupations pratiques, Hume invite également à réfléchir sur la nature même de l'égalité. Il distingue entre l'égalité formelle, qui se réfère à l'égalité des droits et des statuts, et l'égalité réelle, qui concerne les conditions matérielles et sociales des individus. Cette distinction met en lumière le fossé potentiel entre les idéaux juridiques et les réalités sociales. Même si, sur le papier, tous les citoyens jouissent des mêmes droits, des égalités persistantes peuvent exister dans la pratique en raison de facteurs économiques, culturels ou historiques. John Rawls, un philosophe du XXe siècle, aborde la question sous un angle différent. Dans son œuvre intitulée « Théorie de la justice », il propose un concept, celui de la position originelle et du voile d'ignorance, comme outil pour déterminer les principes de justice. Sous ce voile d'ignorance, les individus ignorent leur statut social, leurs talents ou toute caractéristique personnelle, les amenant à choisir des principes qui garantissent une justice équitable pour tous. Rawls suggère que cette approche conduit à des structures sociales qui bénéficient particulièrement aux plus désavantagés, tout en assurant une égalité des chances. Cependant, même avec une telle conception, la réalisation de l'égalité parfaite reste un idéal difficile à atteindre, car elle dépend de la volonté collective et de la capacité à surmonter les inégalités historiques et structurelles. La notion d'égalité est également complexe lorsqu'on la confronte à d'autres valeurs fondamentales, telles que la liberté et le mérite. L'égalitarisme, s'il est poussé à l'extrême, peut empiéter sur la liberté individuelle, en imposant des restrictions pour maintenir l'égalité. De plus, la relation entre l'égalité et mérité est sujette à débat. Si l'égalité parfaite était atteinte, comment récompenser les individus en fonction de leurs efforts ou de leurs talents uniques ? Cela soulève des questions sur la justice distributive et sur la manière dont les sociétés valorisent le travail et l'initiative personnelle. En somme, la question de l'accessibilité à une égalité parfaite est multidimensionnelle et complexe. Elle touche au fondement même de nos systèmes sociaux, de nos systèmes politiques, ce qui nous amène à nous interroger sur la meilleure manière d'équilibrer les droits individuels avec le bien-être collectif. Les réflexions de Hume et de Rawls, parmi d'autres, nous poussent à considérer les implications profondes de l'égalité, non seulement en tant que concept abstrait, mais aussi en tant que principe guidant nos structures sociales et nos interactions quotidiennes. Et toi, penses-tu que l'égalité parfaite est atteignable ? Le rasoir d'Occam
également connu sous le nom de principe de parcimonie, est un concept philosophique attribué au moine franciscain anglais Guillaume Oldham. Ce principe suggère que, face à plusieurs explications possibles pour un phénomène donné, il est préférable de retenir la plus simple, c'est-à-dire celle qui nécessite le moins d'hypothèses non vérifiées. En d'autres termes, il préconise de ne pas multiplier les entités ou les suppositions au-delà de ce qui est nécessaire pour expliquer un phénomène. Cette idée trouve ses racines bien avant Occam. Par exemple, Aristote, le philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, exprimait déjà une pensée similaire, en affirmant qu'il est préférable de prendre des principes moins nombreux, et de nombres limités. De même, un adage scolastique dérivé d'Aristote stipule que c'est en vain que l'on fait avec plusieurs ce que l'on peut faire avec un petit nombre. Ces formulations antérieures illustrent que la quête de simplicité dans l'explication n'est pas une idée nouvelle, mais qu'elle a traversé les siècles, s'affinant au fil du temps. Dans le contexte scientifique et philosophique, le rasoir d'Occam, ou d'Occam, sert de guide pour élaborer des théories et choisir parmi différentes hypothèses. Il ne s'agit pas de déclarer que la solution la plus simple est nécessairement la correcte, mais, plutôt qu'en l'absence de preuves contraires, la simplicité est préférée. Cette approche vise à éviter l'introduction de concepts ou d'entités inutiles qui compliqueraient inutilement l'explication d'un phénomène. Cependant, il est crucial de ne pas interpréter ce principe comme une invitation à simplifier à l'extrême ou à ignorer les complicités inhérentes de certains phénomènes. La simplicité recommandée n'est pas celle qui néglige les détails essentiels, mais celle qui va à l'essentiel, sans ajouter de suppositions non fondées bien sûr. Ainsi, le rasoir d'Occam nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous construisons nos explications, et à être conscient de la tentation d'ajouter des couches d'hypothèses qui n'apportent aucune valeur d'explicatif supplémentaire. Et toi, penses-tu que la simplicité est toujours préférée dans n'importe quelle situation ? L'allégorie de la caverne, exposée par Platon dans son ouvrage La République, offre une réflexion profonde sur la nature de la réalité, de la connaissance et de l'illusion. Imaginons des individus enchaînés depuis leur naissance à l'intérieur d'une caverne sombre, contraints de regarder fixement un mur. Derrière eux, un feu ardent projette des ombres d'objets et de personnes qui passent devant l'entrée de la caverne. Ces prisonniers, n'ayant jamais vu autre chose, considèrent ces ombres comme la seule réalité existante. À travers cette métaphore, Platon illustre comment les perceptions sensorielles peuvent nous enfermer dans une vision déformée du monde. Les ombres sur le mur symbolisent nos opinions et croyances superficielles, façonnées par les influences extérieures et les apparences. Ces perceptions limitées nous empêchent d'accéder à une compréhension plus profonde et authentique de la réalité. L'évasion d'un prisonnier, qui parvient à se libérer et à sortir de la caverne, représente le cheminement difficile vers la connaissance véritable. Au début, il est ébloui par la lumière du soleil, symbole de vérité suprême et du bien. Cette transition douloureuse reflète les défis auxquels nous devons faire face lorsque nous remettons en question nos croyances établies et cherchons à comprendre le monde au-delà des apparences. Une fois habitué à la lumière, le prisonnier libéré perçoit la réalité dans toute sa splendeur et comprend que ce qu'il avait pris pour vérité n'était que l'ombre d'une réalité plus vaste. Poussé par le désir de partager cette révélation, il retourne dans la caverne pour libérer ses compagnons. Cependant, ceux-ci rejettent son récit, préférant la familiarité de leur monde à l'incertitude de la lumière extérieure. Cette réaction souligne la résistance humaine au changement et à la remise en question de nos convictions profondes. Platon, à travers cette allégorie, invite chacun de nous à réfléchir sur nos propres perceptions et à reconnaître les limites de notre compréhension. Sommes-nous comme les prisonniers, enfermés dans nos illusions et acceptant passivement ce qui nous est présenté comme tel, ou avons-nous le courage et la curiosité de chercher au-delà des ombres, d'explorer les vérités cachées et de remettre en question nos certitudes? Cette réflexion nous pousse à envisager la possibilité que notre réalité perçue ne soit qu'une fraction de la vérité, nous encourageant à entreprendre un voyage intérieur vers la connaissance et l'éveil. Le concept du panoptique, tel que développé par le philosophe Michel Foucault dans son ouvrage Surveiller et punir, invite à une réflexion profonde sur les mécanismes de surveillance et de contrôle au sein de nos sociétés modernes. Bien que le panoptique ait été initialement conçu comme une structure architecturale pour les prisons, Foucault l'utilise comme une métaphore pour analyser comment le pouvoir s'exerce de manière diffuse et omniprésente.
Le panoptique est un modèle architectural imaginé à la fin du XVIIIe siècle par le philosophe utilitariste Jeremy Bentham. Il s'agissait d'une prison circulaire, dotée d'une tour centrale permettant à un seul surveillant d'observer tous les détenus sans être vu. Cette disposition visait à instaurer un sentiment constant de surveillance parmi les prisonniers, les incitant ainsi à adopter un comportement conforme, de peur d'être observé à tout moment. Michel Foucault s'empare de ce concept pour illustrer le passage des sociétés souveraines aux sociétés disciplinaires. Dans ces dernières, le pouvoir ne s'exerce plus uniquement par la force ou par la violence directe, mais il s'infiltre dans les moindres aspects de la vie quotidienne. Le panoptique devient ainsi le symbole de cette surveillance internalisée, où les individus régulent leur propre comportement sous l'influence de la possibilité constante d'être observés. Selon Foucault, la visibilité est un piège. En étant constamment visibles, les individus sont amenés à se conformer aux normes et aux attentes sociales, non pas sous la contrainte physique, mais par l'intériorisation de la surveillance. Cette dynamique transforme la matière dont nous percevons notre liberté et notre autonomie, nous poussant ainsi à nous conformer même en l'absence d'une autorité visible. À l'ère numérique, le concept de panoptique trouve des échos dans la pratique moderne de collecte et d'analyse de données. Les interactions en ligne, les transactions numériques et les déplacements sont suivis et enregistrés, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Cette surveillance, bien que moins visible et omniprésente, façonne nos comportements et nos choix. Sommes-nous toujours sous surveillance ? La question invite à examiner comment les structures de pouvoir se manifestent aujourd'hui. La surveillance n'est plus confinée aux institutions pénitentiaires ou aux lieux publics. Elle est intégrée dans nos foyers, nos lieux de travail et même dans nos moments de loisirs. En explorant le concept de panoptique, Foucault nous pousse à réfléchir sur la nature du pouvoir et de la liberté. Il nous invite à questionner les structures invisibles qui influencent nos actions et nos pensées, et à considérer comment nous pouvons naviguer dans un monde où la frontière entre visibilité et invisibilité est de plus en plus floue. Ainsi, le panoptique n'est pas simplement une question de surveillance externe, mais une invitation à introspecter sur les forces qui façonnent notre comportement et notre perception du monde. La liberté d'expression a-t-elle ses limites ? La liberté d'expression est un pilier fondamental de nos sociétés démocratiques, permettant à chacun de partager ses idées, ses opinions et ses croyances. Cependant, cette liberté est absolue, ou existe-t-elle des limites justifiées ? Cette question était au cœur de nombreux débats philosophiques et juridiques durant des siècles. La liberté d'expression est généralement perçue comme le droit de communiquer ses pensées sans ingérence. Elle est protégée par divers instruments juridiques tels que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui stipule que la libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Ces textes illustrent l'importance accordée à cette liberté dans le développement des sociétés modernes. Même les défenseurs les plus fervents de la liberté d'expression reconnaissent qu'elle n'est pas illimitée. Prenons un exemple. Il est considéré comme inapproprié et dangereux de proférer des menaces de mort ou de diffuser des propos diffamatoires. Ces actes peuvent causer des paniques inutiles, des préjudices personnels ou miner la réputation d'individus sans fondement. Ainsi, la société a mis en place des restrictions pour prévenir de tels abus. Les limites de la liberté d'expression peuvent être regroupées dans plusieurs catégories. La diffamation et l'injure, les discours incitant à la haine et la préservation de l'ordre public. Les philosophes se sont longuement interrogés sur la nécessité de la nature de ces limites. Doit-on censurer certains discours pour protéger la société, ou bien la liberté d'expression doit-elle être totale, même au détriment de l'harmonie sociale ? Certains avancent que la censure est incompatible avec les principes démocratiques, arguant que toute restriction à la liberté d'expression est une restreinte à la dignité humaine et à l'autonomie individuelle. D'autres estiment que certaines limites sont essentielles pour prévenir les discours nuisibles et protéger les individus et les groupes vulnérables. L'un des défis majeurs réside dans la définition précise de ces limites. Où tracer la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, les propos humoristiques ou satiriques qui critiquent les figures politiques peuvent-ils être considérés comme de la diffamation ? Jusqu'où peut-on aller dans la critique sans franchir la frontière de l'injure ? De plus, avec l'avènement des plateformes numériques et des réseaux sociaux, la diffusion rapide d'informations a complexifié la gestion de la liberté d'expression. Les discours haineux peuvent se propager à une vitesse alarmante, rendant leur régulation d'autant plus ardue.
Tandis que cette liberté est essentielle au fonctionnement d'une démocratie, il est également crucial de reconnaître que la liberté d'expression peut avoir des conséquences néfastes si elle est utilisée de manière irresponsable. Et vous, pensez-vous que la liberté d'expression doit avoir ses limites ?